Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le jour d'indépendance aux États-Unis, jour de fête nationale, jour férié évidemment pour l'ensemble des Américains et du territoire américain et pour les marchés américains également, ce qui implique effectivement une activité relativement modeste sur l'ensemble des autres marchés, des marchés actions en Europe qui tournent au ralenti aujourd'hui avec assez peu de mouvements significatifs à signaler du côté des indices actions en Europe et un CAC 40 qui cède un tout petit peu de terrain à mi-séance, une baisse d'à peine 0,1% pour l'indice parisien autour de 7380 points. Ce jour férié américain sera l'occasion pour nous de nous focaliser sur l'actualité américaine, justement l'actualité macroéconomique de la semaine qui sera marquée par différentes enquêtes autour de l'emploi américain, avec le rapport mensuel sur l'emploi américain attendu ce vendredi pour rapporter effectivement les dynamiques du marché du travail au cours du mois de juin. Et puis, grande question également autour de l'immobilier américain, l'autre emblème de la résilience de l'économie américaine. On parle beaucoup du mystère autour du marché du travail et de cette résilience forte qu'on peut observer sur l'emploi aux États-Unis notamment. L'autre phénomène peut-être un peu mystérieux, c'est la résilience de l'immobilier avec un moral des promoteurs immobiliers qui ne cesse de s'améliorer depuis quelques mois, des indicateurs de mise en chantier qui repartent fortement à la hausse, des dépenses de construction également qui sont bien orientées. Nous évoquerons ce sujet spécifiquement avec Bastien Dreux dans quelques instants qui sera avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie et des études économiques de CPR Asset Management. Et puis pour poursuivre sur l'actualité américaine, nous parlerons spécifiquement du marché américain avec Éric Lafrenière, gérant actions américaines chez Richelieu Gestion, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Enfin, une information importante dans le domaine de l'affrontement technologique entre la Chine et les États-Unis, avec un nouveau pas qui a été franchi par la Chine en réponse au durcissement continu des sanctions américaines dans le domaine technologique vis-à-vis de la Chine. Pékin a annoncé ces dernières heures la mise en place d'une politique de contrôle des exportations de certains métaux critiques pour l'industrie des semi-conducteurs, à savoir le gallium et le germanium, deux métaux dont la Chine est un producteur dominant et dont évidemment le reste du monde est très dépendant de cette production chinoise. Le contrôle des capitaux, non, le contrôle des métaux donc commence désormais en Chine, à quelques jours à peine d'une visite de Janet Yellen, secrétaire au Trésor américaine, à Pékin, qui commencera à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Mais d'abord, l'actualité macroéconomique de la semaine qui sera marquée par les indicateurs d'emploi et le rapport sur le marché du travail américain pour le mois de juin qui sera publié ce vendredi. Évoquons le sujet de l'emploi américain avec Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie et des études économiques, de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, c'est un sujet récurrent avec vous, notamment ce sujet du marché du travail américain dont on guette quand même la confirmation de signaux de refroidissement qu'on peut observer depuis quelques mois. Il faut quand même regarder toujours à la loupe ce marché du travail américain pour déceler ces signaux de refroidissement. Est-ce qu'on aura encore des confirmations avec ce rapport attendu vendredi, Bastien? À un certain stade, on s'attend même peut-être à avoir des destructions nettes d'emplois aux États-Unis, ce qui ne sera peut-être pas le cas pour autant ce mois-ci. Oui, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a eu pas mal de ralentissements sur le marché du travail. Un indicateur qui est très important et qui est peut-être pas assez regardé, c'est le nombre total d'heures travaillées, qui a baissé très légèrement sur les derniers mois. Et ça, c'est le signal d'une activité qui se porte pas très bien. Et ça peut se réconcilier finalement assez bien avec notamment l'ISM manufacturier qui a été publié hier et qui était un plus bas de cycle. Donc ça se réconcilie plutôt pas mal avec cette dégradation de l'activité qu'on peut constater aux États-Unis.
Ça, c'est une variable qui est très importante parce que la variable de salaire du job report dont on parle tout le temps, c'est le salaire horaire moyen. Et c'est pas le salaire horaire moyen qui tombe dans la poche des Américains, mais c'est le salaire horaire moyen fois le nombre d'heures travaillées et qui donc, comme je viens de le dire, a plutôt baissé sur les derniers mois. Et donc cette quantité, donc le salaire horaire moyen fois le nombre moyen d'heures travaillées, ce qui correspond par semaine, donc ce qui correspond finalement au seul salaire horaire hebdomadaire. Mais cette quantité-là, on voit qu'elle a subi un très fort coup d'arrêt sur les derniers mois. Et finalement, ça va alimenter une dégradation supplémentaire, même si c'est progressif, de la consommation des ménages. Et pour répondre à votre question, pour les destructions d'emplois, il est quand même assez peu probable que ça arrive cette semaine, que ça soit publié pour cette semaine, pour le mois de juin. Mais c'est peut-être quelque chose qui pourra arriver dans les mois qui arrivent. C'est ce que certains attendent, effectivement, à commencer peut-être par Jérôme Powell ou quelques membres de la Réserve fédérale américaine. On parle beaucoup du marché de l'emploi et aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde, avec peut-être des changements structurels profonds qui expliquent cette résilience quand même de l'activité économique, malgré le ralentissement dont vous nous parlez, Bastien. L'autre phénomène assez emblématique de la résilience, notamment américaine, c'est ce qui se passe sur l'immobilier au sens large aux États-Unis, Bastien. Est-ce que l'immobilier américain est en train de repartir contre toute attente et de manière peut-être spectaculaire si on regarde certaines catégories spécifiques d'immobilier? Alors là, il se passe des choses vraiment très intéressantes sur le marché immobilier parce qu'on a des statistiques qui sont assez contradictoires entre elles. Bon, peut-être quand même, il faut dire qu'il y a eu un très fort ralentissement du marché immobilier, tout simplement du fait du resserrement monétaire de la Fed. Aujourd'hui, on a des taux de crédit immobilier à 30 ans qui sont vers les 7%. Et pour être concret, en 2021, une mensualité d'environ $1 000, ça suffisait pour acheter un logement standard. Aujourd'hui, c'est $2 000. Donc, il y a quand même vraiment une difficulté à acheter un logement qui est beaucoup plus prononcée que ce qu'on avait donc avant ce resserrement de la Fed. Puis si on regarde le nombre de dossiers de crédit immobilier pour acheter, il s'est effondré au plus bas niveau depuis 30 ans. Alors pour les primo-accédants, c'est devenu très très difficile d'acheter un logement et ça participe à la baisse de la demande. Mais en parallèle, il y a aussi une baisse de l'offre parce que les ménages qui sont déjà propriétaires et qui avaient refinancé leur crédit immobilier sur les années 2020-2021 quand les taux étaient à zéro, ils vont pas vendre leur logement pour aller se retrouver dans un nouvel emprunt avec un taux d'intérêt qui serait bien plus élevé. Et donc là, on a une forte baisse de l'offre de logements existants. Donc là, c'est ça qui fait que il y a des phénomènes un peu bizarres qui se mettent en place avec une forte baisse de la demande, mais en même temps une baisse de l'offre. Donc on observe bien que les transactions de logements existants sont très faibles actuellement. C'est quand même 20% en dessous de ce qu'on avait en 2019 et on se trouve proche des plus bas niveaux depuis les 30 dernières années. Mais en même temps, on a des ventes de logements neufs qui ont pas mal rebondi sur les derniers mois. Ceux qui ont les moyens d'acheter, ils se reportent plutôt vers le neuf. Après, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les transactions dans le neuf, c'est quand même 5 à 6 fois plus faible que dans l'ancien. Et lorsqu'on additionne finalement les transactions dans le neuf et dans l'ancien, on voit que le rebond n'est pas forcément très marqué. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, ce qui est vraiment central pour le marché immobilier américain et qui explique pourquoi on n'a pas un marché immobilier résidentiel qui s'est effondré, c'est la très forte pénurie de logements qui existait déjà avant la crise Covid, mais qui s'est probablement exacerbée. Alors on voit circuler pas mal d'estimations sur ce sujet-là. C'est très difficile de savoir laquelle est la plus juste, mais on voit des estimations qui disent qu'aux États-Unis, il manque 4, 5, 6 millions de logements. Et ça fait une énorme différence avec la crise de 2008, parce que lors de la crise de 2008, le nombre de logements à vente qui étaient disponibles à la vente, c'était 4,5 millions. Aujourd'hui, le nombre de logements disponibles à la vente, donc l'ancien plus le neuf, c'est 1,5 million. Donc 4,5 millions pour la crise de 2008, et maintenant c'est 1,5 million. Et c'est pour ça que malgré une forte baisse de la demande, on n'a pas d'effondrement du marché, il n'y a pas d'effondrement des prix. On voit même que l'indice Case-Shiller, il est reparti à la hausse en 2023. Il a un petit peu baissé sur le second trimestre 2022. Il a baissé seulement de 4,5%. Donc c'est quand même assez faible. Mais cette pénurie de logements,
logements, elle fait qu'il n'y aura probablement pas d'effondrement des prix immobiliers, il n'y aura probablement pas non plus d'effondrement des dépenses de construction résidentielle, comme on avait pu le voir lors de la crise de 2008. Et il n'y a pas d'effondrement des cours de bourse des promoteurs immobiliers, je le dis au passage, parce que c'est quand même très parlant quand on regarde les performances boursières de groupes emblématiques de promotion immobilière pour le logement, notamment aux États-Unis, que ce soit Toll Brothers ou Pulte Home, qui sont des gros leaders du marché. C'est des performances boursières de 50-60% depuis le 1er janvier. Et un discours, encore une fois, sur les résultats du dernier trimestre, les discours de Toll Brothers, c'est pénurie de logements, comme vous dites, et en face, une demande qui ne faiblit pas. Donc pour eux, c'est quand même une autoroute, entre guillemets, pour la construction, la promotion et pour les marges de ces groupes-là aujourd'hui. Oui, en fait, quand le resserrement monétaire de la Fed a commencé, qui était extrêmement brutal, tout le monde, tout le marché a anticipé finalement que le marché immobilier allait s'effondrer. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que ça n'est pas arrivé et ça ne va pas arriver, tout simplement pour deux raisons. Il y a la pénurie plus ou moins historique de logements. Et puis ensuite, là, ça ne concerne pas le marché résidentiel, mais le marché non résidentiel. On a quand même une politique budgétaire qui a été très, volontariste sur les premières années du mandat Biden, avec le passage du plan d'infrastructure bipartisan, puis l'Inflation Reduction Act. Et ça a mené finalement à un rebond de certains segments du marché non résidentiel très spectaculaire. Donc je pense surtout finalement aux dépenses de construction manufacturière, les dépenses de construction dans l'industrie. Et là, on a vraiment un boom de la construction d'usines dans le sillage de l'Inflation Reduction Act qui est très prononcé. Et c'est spectaculaire. On voit le graphique en même temps que vous nous l'expliquez. Ouais. C'est vertical. C'est tout à fait vertical et vraiment ça coïncide avec le passage de l'Inflation Reduction Act qui a stimulé la réimplantation de certaines activités aux États-Unis et ça se traduit par des dépenses de construction dans l'industrie qui sont très fortes. Alors ça c'est l'un des éléments, mais il y a aussi d'autres éléments, d'autres segments du marché non résidentiel qui sont très dynamiques. Je pense à la construction dans le secteur public avec notamment les routes, les autoroutes et tout ce qui est relatif à l'acheminement de l'eau. Et là, on peut vraiment retrouver les effets du plan d'infrastructure bipartisan qui a été passé au début du mandat Biden et qui est vraiment stimule très fortement ces dépenses de construction. En plus de la résilience du marché du travail, est-ce que ce phénomène, ces phénomènes qu'on observe sur l'immobilier, est-ce que c'est un problème pour la Fed à ce stade, Bastien ? Alors oui, mais en même temps c'est compliqué parce que on sent bien qu'il y a un certain malaise de certains membres de la Fed sur ce rebond de certains segments du marché immobilier. C'est surtout les faucons. Après, donc il y a eu pas mal de déclarations en ce sens sur les dernières semaines de membres de la Fed qui s'inquiétaient finalement de ce rebond de certains segments du marché immobilier. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour la Fed, c'est compliqué. Il n'y a pas que le marché immobilier, il n'y a pas que le marché du travail. Et il y a aussi l'évolution du secteur bancaire avec le durcissement des conditions de crédit qu'il y a pu y avoir. Donc ça complique vraiment la donne pour la Fed. Il y a vraiment des signaux qui sont contradictoires. Et il y a un autre signal qui est contradictoire et qui provient, lui, du marché immobilier. C'est qu'on a une hausse de la part des logements disponibles à la location parce que pendant les 2 années de taux zéro, 2020 et 2021, il y a un certain nombre de ménages qui ont acheté pour louer. Et d'ailleurs, les ménages qui sont vraiment très fortunés, ils peuvent continuer à acheter pour louer, parce que y a eu une petite baisse des prix immobiliers. Donc, s'ils ont les liquidités pour acheter des ménages, ils peuvent continuer à le faire. Donc ça fait plus de logements aux locations. Et donc ça contribue au ralentissement finalement des loyers. Et ça, c'est quelque chose qui, au contraire, est plutôt encourageant pour la désinflation qui va donc apparaître sur le second semestre de cette année. Donc on voit vraiment que même pour le marché immobilier, il y a vraiment des signaux contradictoires pour les membres de la Fed. Oui, la lecture du cycle ou du moment où on se trouve dans le cycle reste quand même effectivement assez compliqué, un exercice délicat. Merci beaucoup pour votre éclairage à ces sujets, Bastien. Bastien Dreux, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management.
Restons sur la thématique américaine dans ce jour férié, ce jour de fête nationale, ce jour d'indépendance aux États-Unis. Éric Lafrenière est avec nous, gérant action américaine chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour. Un bilan qu'on peut tirer du premier semestre du point de vue du marché action aux États-Unis, c'est de voir que le S&P 500, large au global, a retrouvé les niveaux qu'il connaissait en mars 2022, c'est-à-dire avant même la première hausse de taux de Jérôme Powell et de la Réserve fédérale américaine. On a effacé toute la baisse qui a été liée à cette remontée violente des taux d'intérêt tout au long de 2022. Ça, c'est fait. Oui, tout à fait. Après, si on prend du 31 décembre, il y a encore à peu près 4,5%. Si on prend du 31 décembre de 2021, donc ouais, un an et demi. Et ce qu'on a pu voir sur cette année et demie de marché, c'est qu'on a eu beaucoup de rotations sectorielles, beaucoup de rotations thématiques. Et notamment cette année, depuis le début de l'année, on en parlait tout à l'heure, les Magnificent Seven qui ont tiré le marché. On regarde la performance cette année sur le S1 entre le S&P équipondéré, où chaque valeur a le même poids dans l'indice, et le S&P classique, où bien entendu ces grandes valeurs de la tech américaine ont des poids beaucoup plus importants. On est à un écart un peu plus de 10% depuis le début de l'année, écart qui s'est inversé sur le mois de juin. Ouais. Est-ce que on va y venir, ouais. Mais dit autrement, effectivement, alors les 7 magnifiques, peut-être qu'il faut les définir, parce qu'on a en tête le terme GAFA, GAFAM, il y a eu les FANG, c'est des acronymes habituels aujourd'hui sur les marchés. Les 7 magnifiques, je ne sais pas d'ailleurs qui est à l'origine de ce terme-là, mais c'est le terme du moment utilisé par les médias américains pour décrire donc ce groupe de valeurs qui sont lesquels, du coup, en fait, en France, on utilise le terme Manama. Malamat, pardon. Malamat. Avec, on a, bien entendu, on a Meta, ouais. Alphabet, ouais. Netflix, ouais. Amazon, Nvidia, oui, Amazon, oui. Et Tesla. Et voilà, ce sont les 7 valeurs qui ont vraiment tiré le marché depuis le début de l'année. Un peu moins au mois de juin, par contre. On voit que... Alors voilà, c'est ça qui est intéressant. À la fin de ce premier semestre, sur quelques semaines au cours du mois de juin, il y a l'idée que la participation, comme on dit, s'élargit, c'est ça Exactement, et pour nous, c'est essentiel à la poursuite de la hausse du marché. On a vu que depuis, en tout cas sur notamment les 5 premiers mois de l'année, ou je dirais même plutôt depuis la crise financière aux États-Unis, où on a senti un petit peu avec SVB oui. Financial, c'est là qu'on a eu vraiment le retour du marché, ou un retour de l'appétit pour ces grandes capes très liquides de la tech. On voit que là, on a un début d'inversion sur le mois de juin. Un hirondelle ne fait pas le printemps, mais on peut espérer que ça se met en place. Donc le marché a besoin que ces valeurs-là, bien entendu, ne s'effondrent pas. Donc on peut avoir un parcours sur la deuxième moitié de l'année où la tech va progresser, mais sur des rythmes beaucoup moins importants, et que effectivement cette performance du marché va se propager à d'autres secteurs, notamment les valeurs cycliques et les small cap américaines. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup commenté effectivement la performance et le retour des investisseurs sur ce groupe de valeurs technologiques, ces méga cap américaines, valeurs refuge effectivement en période d'incertitude, mais est venu se greffer quand même le thème de l'IA derrière. Et oui, on s'est dit, ça c'est le nouveau driver, c'est le nouveau moteur qui va emmener les valeurs technologiques vers de nouveaux sommets, dans un nouveau cycle, etc. Vous dites... Attention, peut-être que déjà beaucoup a été joué de ce point de vue-là sur ces valeurs-là spécifiquement. Bon, en fait, sur ces valeurs-là, ça a commencé fin avril, début mai avec Nvidia. Et on l'a vu, un parcours exceptionnel. Bien entendu, l'IA reste une thématique très long terme importante. Après, la monétisation de cette thématique a peut-être été trop fortement anticipée sur les prochaines semaines. Donc on verra dans les résultats notamment du Q2 qu'on verra pour Nvidia et autres. Donc nous, cette thématique-là, on l'a un petit peu sous-pondérée. On a pris nos bénéfices fin mai, début juin. Aujourd'hui, on se retrouve sous-pondéré sur le secteur de la tech et plutôt fortement surpondéré sur des valeurs cycliques, small cap également. Et donc il y a l'idée que ce phénomène de concentration qu'on a à nouveau observé, ça fait des années qu'on a ce phénomène de concentration, mais qui a été encore exacerbé là au cours du premier semestre, qui semble peut-être commencer à se détendre au mois de juin, oui. C'est plutôt un signal positif pour la suite. Ça veut dire que le reste du marché, tous ces segments de marché qui ont encore la tête sous l'eau, pour dire les choses simplement, Éric, il y a une chance de les voir rattraper Oui, leur retard. On le voit, il y a plusieurs signaux quand même positifs de ce côté-là. C'est que, cette fameuse récession dont on parle depuis plusieurs trimestres maintenant n'arrête pas d'être repoussée. Donc on se dirige, encore une fois, pour le moment, en tout cas ça reste aussi notre scénario, vers soit un soft landing, soit un no landing sur l'économie américaine. Donc on voit ces valeurs-là qui ont été, disons, un petit peu pénalisées par ces inquiétudes de ralentissement économique fort. On le voit aussi, on parlait des indicateurs manufacturiers qui sont sensiblement dégradés. On est sans doute sur des points bas.
On peut espérer, peut-être pas cette année, mais sur début 2024, un assouplissement de la politique monétaire américaine, ce qui redonnera un élément de relance à l'économie. Donc nous, on aime bien le secteur des industriels. Et aussi, on le regardait sur le mois de juin, on a eu une surperformance du Russell 2000 par rapport aux autres indices, et notamment par rapport au Nasdaq. Donc on peut anticiper, dans un scénario où l'économie tient, et ce qui reste le nôtre, une reprise un petit peu de ces autres secteurs-là, ce qui permettra de tirer les indicateurs un peu plus haut pour la fin de l'année. Après, ce qu'il faut garder quand même en tête, et ça c'est un indicateur important, regardez les positions short sur le marché, qui étaient sur des niveaux records à fin mai. Ouais. Entre fin mai et juin, on a près de la moitié de ces positions short qui se sont réduites. Qui ont été coupées. Oui, qui ont été coupées. Donc on risque quand même d'avoir un petit peu de turbulence dans les semaines, mois à venir, mais je pense que tout repli de marché aujourd'hui est une opportunité de re-rentrer, notamment pour ceux qui ont loupé ce rallye de début d'année. Ouais. Le sous-investissement action a été un moteur puissant de la hausse, hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Aujourd'hui, vous dites que ce sous-investissement a été quand même un peu neutralisé en partie. Ça rend le marché peut-être un peu plus fragile, je ne sais pas comment le dire, ou un peu plus complaisant. Une autre manière de regarder, c'est aussi... Ben oui, moins de 14. Oui, mais ce qu'on regardait sur le VIX, et c'était ça qui était quand même relativement paradoxal, à fin mai, on avait aussi un VIX qui était quand même pas sur des niveaux très très élevés. On a accentué un petit peu cette baisse dans les dernières semaines, mais on avait ces positions short qui restaient très élevées. Ces positions short se sont réduites. Par contre, le niveau de cash, de liquidité dans les grandes gestions américaines reste sur des niveaux qui sont au-dessus des moyennes historiques. Donc il y a encore ce potentiel de réinvestissement. Et il faut aussi voir, et on n'est pas rentré dans les discussions autour des résultats pour le moment, mais qu'on a des perspectives bénéficiaires sur 2024 qui redeviennent double digit et que le on reprend les bonnes vieilles habitudes, et que le marché va devoir recommencer à se positionner. On anticipe, en tout cas le rôle du marché est toujours d'anticiper ce qui va venir, et qu'à un moment on aura peut-être un rebasculement d'une partie de l'obligataire vers l'equity, et que ça ramènera encore des flux supplémentaires sur les marchés actions aux US. Bon, effectivement, la prochaine étape, là, à très court terme, dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va être la saison de publication des résultats du deuxième trimestre. Qu'est-ce qu'on peut dire des anticipations des analystes et de ce que vous attendez, vous, chez Richelieu, pour la partie américaine, de ces résultats? Ça fait là aussi 12-18 mois, comme pour la récession, que chaque trimestre, on attend des pincements de marge, une dégradation, dans les discours des chefs d'entreprise, dans les guidance qui sont délivrés au marché. Ça fait des trimestres que ceux qui l'attendent sont pris à revers. Est-ce que c'est à nouveau la même histoire qui se profile là pour les résultats du T2 ? Écoutez, ce qu'on avait vu sur le Q1 déjà rapidement, c'est qu'on est ressorti avec des résultats sur la période qui étaient beaucoup mieux que ce qu'on anticipait en début de période de publication. Qu'est-ce qu'ont fait les analystes ? Cette surprise positive qu'on a eue sur le Q1, on l'a impacté négativement sur les attentes du Q2, donc on a dégradé les attentes du Q2. Pour le moment, on l'a vu, vous en parliez tout à l'heure, la construction, les plans de relance aux États-Unis, l'emploi qui tient. Donc, a priori, on se redirige encore vers une période où on va battre les attentes. Notamment, nous, on le voit, ça s'était beaucoup dégradé, ça semble se stabiliser, voire s'améliorer un petit peu sur le secteur des valeurs manufacturières, valeurs industrielles, et on attend une surprise positive de ce côté-là. Il faut voir, après avoir eu Reaganomics dans les années 80, on a Bidenomics qui se met en place, et on voit toutes ces mesures de relance pour l'économie, et pour le moment, l'économie tient. Donc, on s'attend, nous, notamment sur la partie même consommation discrétionnaire, devrait être plutôt pas mal. Les parties industrielles, les valeurs industrielles, les matériaux, qui, eux, sont attendus plutôt négativement. On pourrait avoir aussi une surprise positive de ce côté-là. Ce que vous évoquiez en début d'émission, justement sur les matériaux critiques pour l'électrification, semi-conducteurs, électrification, etc. On est exactement dans cette même secteur pour l'électrification des véhicules électriques, que ce soit le lithium ou le graphite. Et d'où cette nécessité de diversifier ces chaînes de production et de trouver des capacités de production en Amérique. Justement aussi pour bénéficier des mesures en place pour les subventions dans le cadre des véhicules électriques aux États-Unis, où il faut non seulement assembler le véhicule sur place, mais aussi avoir une partie des minerais qui sont dans la batterie, qui sont aussi produits sur place. C'est un thème cœur pour vous, cette nouvelle mobilité, je ne sais pas comment vous la définissez dans le fonds Richelieu américain, mode de transport de demain. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a eu coup sur coup les livraisons des grands de l'auto électrique, Tesla, BYD, américains, chinois, bien sûr. Il y a cette réponse de la Chine sur les métaux critiques face au durcissement des sanctions américaines. On en parlera ce soir spécifiquement avec un analyste de Brian Garnier sur les semi-conducteurs, mais
c'est à la fois une thématique fondamentale et en même temps c'est une thématique où la géopolitique est prépondérante. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas évident pour un investisseur qui cherche généralement à être assez rationnel, froid, fondamental dans son approche. Là, il faut tenir compte d'une dimension géopolitique qui est surprenante parfois. Oui, et qui peut être mouvante. Exactement. Exactement. Et quand on regarde aujourd'hui, les constructeurs automobiles ont vraiment adopté ce tournant vers l'électrique. Donc on le voit, la demande semble être au rendez-vous. On l'a vu dans les chiffres de Tesla, on l'a vu dans les chiffres de BYD. Ouais. Donc la demande est là, sans doute un peu plus forte qu'on pouvait même ne l'attendre. Donc toute cette pression sur les minéraux qui sont utilisés dans le cadre de la batterie va monter, et la capacité ou la nécessité de pouvoir diversifier cette chaîne d'approvisionnement pour éviter d'être trop dépendant de la Chine a un rôle encore plus important aujourd'hui. Et alors, c'est peut-être trop tôt pour en tirer des enseignements, mais le fait que la Chine annonce la mise en place, alors c'est une politique de contrôle des exportations. Pour l'instant, ils n'en sont pas à couper les exportations, mais à demander un contrôle de ces exportations de métaux critiques spécifiques. Est-ce que ça peut rejaillir positivement sur des producteurs de métaux non chinois qui vont se retrouver peut-être avec des prix plus élevés et donc des engagements plus importants pour investir dans cette production? Nous, on est porteurs de sociétés qui investissent sur ces minéraux. Ce n'est pas notre cas d'investissement, parce qu'on a besoin donc de diversifier ces chaînes, certes. La demande accélère, donc c'est important d'être sur ces niveaux-là, mais ça serait un facteur, effectivement, qui pourrait jouer en leur faveur aussi, à court terme, la hausse de ces tensions politiques. Après, on a la visite de Mme Yellen cette semaine. Je pense que personne n'attend réellement quelque chose de cette visite, à part le maintien du dialogue. Ça veut dire qu'on se quitte après. Blinken et Yellen en moins d'un mois, quand même. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas d'annonce nécessairement non, dans un sens ou dans l'autre. Juste montrer qu'on se parle. Exactement. Et qu'on est capable de se voir. Exactement. Et je pense que le marché sera satisfait, en tout cas à ce stade des discussions, si on repart dans ces mêmes conditions, de dire on se revoit et on continue les discussions, histoire de ne pas augmenter la tension politique qu'on peut avoir aujourd'hui entre ces deux pays. Et c'est un peu l'idée. Et ça vient aussi en soutien à ce qui se passe sur l'économie américaine aujourd'hui. Je disais, alors je ne sais pas si c'est le narratif qui accompagne la visite de Janet Yellen, mais je disais qu'elle voulait évoquer le sujet de la détention des actifs américains par les Chinois, en incitant Pékin à pas trop larguer de treasuries d'une certaine manière. Ça reste un sujet, surtout dans ce, disons, on sait que l'État américain va avoir besoin d'émettre, on a réglé le problème. Bien sûr, il y a des T-bills qui arrivent. La deuxième moitié de l'année, et on a besoin de trouver preneur pour éviter que les taux s'enflamment trop. Et bien entendu, il faut maintenir ces bonnes relations avec nos créanciers. Essayer de limiter l'escalade inévitable, on l'aura compris, dans l'affrontement Chine-États-Unis. C'est peut-être la mission de Janet Yellen pour cette semaine à Pékin. Merci beaucoup Eric, merci d'être venu parler de ce marché américain et de ses perspectives qu'on peut avoir pour la deuxième partie d'année. Eric Lafrenière, gérant action américaine chez Richelieu Gestion, qui était avec nous, l'invité en plateau de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve ce soir évidemment à 17h en direct sur Bismart.